Bonjour à toutes et à tous et merci d'être à nouveau très nombreux à nous suivre et nous espérons que vous allez bien. Comme vous le savez sans doute, Secret Planet est un voyagiste basé à Lyon qui propose des expéditions, des voyages aventure et nature avec nos activités Tamera pour le trek et les voyages d'aventure, Expedition Unlimited pour les expéditions haute altitude et polaires et Saiga pour les voyages nature en lien avec la faune sauvage et la conservation de la biodiversité. Pour ma part, je suis Renaud Fulconis et je suis en charge des activités de Saiga. Pour votre information, cette webconférence est la dernière de la saison et nous aurons le plaisir de vous retrouver à la rentrée en septembre. Si vous êtes là, c'est que vous avez reçu une invitation. Alors envoyez-nous un email si vous souhaitiez être informé de l'ensemble des webconférences de Secret Planet à venir. J'ajoute que cette conférence sera dans les prochains jours accessible en replay sur la page Secret Planet sur YouTube, où se trouvent également les entretiens précédents. Sans plus attendre, je propose qu'on retrouve Cyril Ruozo, qui est notre invité du jour. Alors, bonjour Cyril, comment tu te sens? Comment je me sens? Moi, je me sens plus à l'aise de l'autre côté de la caméra, vois-tu. Donc aujourd'hui, moyennement bien. Mais je vais faire un effort. Je vais faire un effort pour répondre aux questions, si on a. Ouais, alors vraiment, merci d'avoir bien voulu accorder du temps pour cet exercice qui n'est pas, en effet, je sais, ta tasse de thé. J'ai pour ma part la chance de te connaître et de te fréquenter depuis une vingtaine d'années maintenant. Et comme tu le disais, si tu n'es pas vraiment à l'aise devant l'objectif, en particulier dans ce type de circonstances où il n'y a ni caméraman ni public en direct, tu l'es tout particulièrement derrière et je n'ai personnellement cessé de m'émerveiller pour les histoires le plus souvent extraordinaires que racontent la plupart de tes photos. Pour résumer brièvement ton parcours, je peux dire que les primates sont au cœur de ton travail de photographe. Et pour autant, ton intérêt pour les espèces sauvages et pour les humains qui partagent le même environnement est bien plus global. Tu as ainsi fait de nombreux pas de côté pour t'intéresser à d'autres espèces et tu as collaboré ou collabores encore à de nombreux magazines et as publié plusieurs livres avec Emmanuel Grundmann. Et puis, et tu nous en parleras à la fin de l'entretien, tu as récemment ajouté la prise de vue vidéo à ton arc. Alors, pendant cet entretien qui dure une quarantaine de minutes, vous pourrez poser à Cyril vos questions que je reprendrai à la fin. L'onglet questions est à votre disposition sur la droite de votre écran. Merci d'utiliser celui-ci et seulement celui-ci pour vos questions. L'onglet chat permet, lui, de commenter comme d'échanger avec les autres participants. Et je vous informe pour les prochaines fois que le navigateur Chrome est le plus adapté pour suivre nos webconférences, la qualité y est un peu meilleure. Enfin, n'oubliez pas que si le son ne se met pas automatiquement au démarrage de l'entretien, vous pouvez alors cliquer sur votre écran afin de l'activer. Alors maintenant, à toi Thibaut, afin de lancer l'entretien que nous avons, Cyril et moi, enregistré il y a quelques jours déjà. À tout à l'heure. En tout cas, ce que je me dis, c'est que les stimulations sensorielles qu'on peut avoir quand on est tout petit, qui sont liées à l'environnement dans lequel on vit, doivent certainement s'imprimer très profondément en nous. Donc, je serais probablement pas le même si j'avais vécu à la ville. C'est tout ce que je peux dire. Quand on est en ville, on a d'autres types de stimulations qui probablement nous aident à développer d'autres types de capacités. Mais c'est sûr que pour moi, l'environnement naturel, l'endroit où j'ai vécu petit et la liberté que j'ai eue, je pense que ça a été clé dans ce que je suis aujourd'hui. Il y a plusieurs étapes. Il y a une première étape, donc une fois que le déclic s'est fait, une fois que j'ai connaissance de ce métier, que je me dis que, oui, je pourrais peut-être un jour vivre en faisant des photos d'animaux, eh bien, je me mets à l'ouvrage. Donc, mes premiers voyages avec les moyens du bord, en prenant le bus pour aller en Écosse, pour aller en Pologne, où je vais courir après les cerfs dans les landes écossaises ou après les bisons d'Europe à Białowieża en Pologne. Et là, je dirais, je fourbis mes premières armes. Je me confronte à des milieux que je connais pas, à des animaux que je connais pas. Mais je dirais ça c'est l'apprentissage et le vrai point de départ, il a lieu grâce à
grâce à une bourse qui à l'époque s'appelait la bourse des filles jeunes. Donc ça devait être le ministère de la Jeunesse et des Sports qui, quand on soumettait, on devait soumettre un projet, on pouvait être aidé financièrement pour le réaliser. Et donc grâce à ce soutien, j'insiste là-dessus parce que je ne pense pas qu'on ait cette chance-là dans tous les pays du monde. Donc grâce à ce soutien financier, j'ai pu faire donc ce premier voyage sous les tropiques, qui a été d'ailleurs une circonstance un peu, une sorte de détour dans mon histoire, puisque moi à ce moment-là, ce qui me fascinait, c'était plutôt les régions arctiques, les expéditions du professeur Charcot ou de Mallory. C'était ça, ce vers quoi, c'était ça qui m'attirait. Et puis les opportunités ont fait que l'agence qui venait de naître et qui s'appelait BIOS et qui diffusait mes photos m'a suggéré, parce que stratégiquement, ça paraissait être une bonne idée d'aller faire un petit tour du côté de Bornéo. Bon, ça c'est bien beau, mais il faut quand même pouvoir financer un voyage de ce genre-là. Donc là, je reviens à Défi Jeunes qui m'a permis donc d'aller à Bornéo, d'avoir mon premier contact. Et ça, je ne le savais pas quand j'y suis allé, parce que je ne peux pas dire que j'y suis allé en traînant des pieds, mais j'avais un rêve pour le froid, pour l'Arctique, et me voilà sur l'équateur. Il y a comme eu un petit problème avec la boussole. Donc évidemment, j'étais curieux de découvrir cet environnement, mais j'avais pas de référence particulière, j'avais pas une fascination a priori pour nos cousins primates. C'était pas ça qui occupait mes rêves. Et pourtant, cette rencontre inaugurale pour moi avec les orang-outans, je pourrais dire qu'elle a bouleversé ma vie. Ça paraît un peu grandiloquent de dire ça, mais c'est quand même la réalité. Disons qu'en tout cas, elle a orienté mon parcours professionnel pendant les 20 ans qu'on suivit. Enfin, quand je dis c'est 20, c'est plutôt 25 maintenant. Et ce qui n'était pas... ce qui était pas joué, surtout que ma première rencontre avec les orang-outans a été un petit peu houleuse. Hein. Donc, je suis allé à Tanjung Puting, où c'est un centre disons que c'est dans la forêt, dans un lieu sauvage, mais c'est un lieu de réhabilitation. Donc, c'est un lieu où on essaye de réintroduire dans la nature, autant que possible, des animaux qui ont été braconnés. Donc, du coup, on a des relations... on peut avoir des relations, on peut être très très proche des animaux qui sont imprégnés malheureusement pour la plupart d'entre eux, et parfois suffisamment proches pour qu'il puisse y avoir des conflits d'intérêts. Conflits d'intérêts du genre, donc moi qui n'avais absolument aucune idée des capacités de ces grands singes, il y a une femelle qui s'est intéressée à mon sac à dos qui contenait mon téléobjectif, que je venais de financer avec un prêt étudiant, que ma maman venait de financer avec un prêt étudiant, qui représentait une somme colossale pour moi, qui était aussi l'outil clé de tout ce que j'allais faire pendant ce voyage et de tout ce que j'allais faire les années à venir. Donc autant dire, j'y tenais autant qu'à la prunelle de mes yeux. Et donc cette orang-outante s'est emparée de mon sac, d'une bretelle. Donc là, j'étais relativement confiant, je voyais pas trop encore où était le problème, naïf que j'étais, en me disant, je tiens l'autre bretelle quand même, ça va bien se passer. Et de fil en aiguille, ça s'est pas bien passé, elle ne lâchait pas l'autre bretelle. Donc j'ai attrapé un bout de bois, je me suis dit, je vais la menacer, je suis un humain quand même, enfin, un peu de respect. Mais ça n'a pas fonctionné non plus. Et puis rapidement, elle a eu les 2 bretelles du sac à dos et le sac à dos. Enfin, le matériel était dans le sac. Il fallait ouvrir encore. Donc, je me suis dit, là, c'est pareil, ça ne va pas se produire. Il n'y avait pas de guide. Il n'y avait que ma compagne. À l'époque, on était tous les deux. On avait voulu partir sans guide. Et là, devant nous, donc... l'orang-outan ouvre avec une habileté certaine et un art consommé le sac à dos, les tirettes, tous les systèmes d'ouverture qu'on peut imaginer. Bzz, bzz. Elle ouvre le sac et elle sort mon 302.8 du sac. Alors là déjà, ça devient beaucoup moins drôle et ça se complique encore quand elle décapuchonne l'arrière du téléobjectif pour le lécher. Là, vraiment... Là, c'est vraiment plus possible.
Et la seule solution que j'ai à un moment donné, c'est d'aller m'emparer de mon téléobjectif, quoi. Donc tout ça se finit dans un corps à corps, un réel corps à corps, où à un moment donné, je me retrouve donc sur le dos en maintenant l'orang-outan au-dessus de moi, donc les deux mains de chaque côté de sa tête. Quand elle commence à ouvrir la gueule et montrer les crocs, là je me dis je suis quand même en très 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 mauvaise posture. Donc je finis par réussir à me dégager. Enfin, je raccourcis, mais l'histoire dure encore un peu. Et je finis par récupérer mon téléobjectif. Au moment où un guide surgit avec un lance-pierre, ou juste en montrant le lance-pierre, l'orang-outan lâche le sac qui était toujours entre ses mains et s'en va. Et donc tout ça pour dire que cette première rencontre avec les orang-outans, qui aurait pu peut-être m'effrayer ou me dégoûter à jamais de nos cousins primates, eh bien, je suis bien, eh bien non, ça m'a pas découragé, au contraire, ça m'a totalement fasciné. Et donc, quand je suis rentré à la maison, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai ouvert un atlas et je me suis dit, bon, où sont les singes qui vivent à leur état sauvage le plus près de chez moi? Et là, j'ai découvert qu'il y avait des macaques en Afrique du Nord, donc en Algérie ou au Maroc. Et j'ai sauté dans ma voiture. Enfin, pas tout à fait, parce que ce qui était doublement intéressant, c'est que donc, ces macaques vivent, donc pour ce qui est du Maroc, ils vivent dans le Moyen et le Haut Atlas. Et qu'en période hivernale, ils peuvent supporter donc, des températures basses et même se trouver sous des chutes de neige. Et là, donc, j'imaginais ces grandes cédrées avec ces singes et la neige qui tombe. Et je me suis dit quand même, visuellement, ça doit être quelque chose. Donc, j'ai quand même attendu la bonne saison. J'ai sauté dans ma voiture et je suis donc allé du côté d'Azrou, donc sur les plateaux du Moyen Atlas, essayer de photographier les magots sous la neige. Je passais un mois avec les magots et comme je l'ai expliqué, ce que je visais, c'était vraiment les avoir sous des chutes de neige, ce qui est difficile à prédire. Donc j'ai passé un mois et puis voilà, j'arrive à l'issue du séjour en me disant il n'a pas neigé et bon c'est tout, il faut replier les Gaules, c'est fini quoi. Donc moi j'étais logé dans la vallée et je montais sur le plateau tous les jours. Donc le matin, ce que je pensais être mon dernier matin, je vais dire au revoir donc aux gens de l'office de la faune et de la flore, des forêts. Et là, ils me disent, mais Cyril, il doit neiger là-haut sur le plateau. Hein. et donc, ce dernier, le jour où pour moi c'était fini, il n'y avait plus de chance, en fait, il s'est mis à neiger et j'ai pu avoir pendant 2-3 jours, donc il y a eu une chute de neige, la neige est restée pendant 2-3 jours et j'ai pu avoir quand même des scènes assez inhabituelles et des photos. Ouais, des photos que je ne renie pas encore aujourd'hui, donc c'est plutôt sympathique. J'ai vraiment eu envie de découvrir un autre monde, quoi. Et donc l'idée que j'ai eue, je me suis dit, mais en fait, dans des flaques d'eau ou dans des bauges, dans des petites mares, dans des endroits où l'eau n'est pas forcément claire, qu'est-ce que ça ferait de faire des photos dans ce milieu-là? Donc j'ai commencé par, j'ai fait quelques essais qui m'ont convaincu qu'il y avait un monde là qui nous échappait complètement et qui devait être aussi fascinant que d'aller sur Mars. Enfin moi je l'ai vraiment vu comme ça. Et quand les eaux également, dans des eaux un peu colorées par les tanins. Donc là je parle de mares qui sont chez nous. Hein. J'habite en Bourgogne, donc on a les tanins des chênes qui peuvent rendre les eaux, qui peuvent donner une coloration à l'eau. Et qui peuvent vraiment créer des univers, des univers complètement incroyables sous 5 cm d'eau. Et donc, l'idée, ça a été ensuite de développer un outil qui me permette de travailler dans ces milieux-là, puisque là, on ne peut pas s'immerger. Hein, il n'y a pas suffisamment de profondeur, ou les sédiments qui sont au fond seraient remués si jamais on s'introduisait dans l'eau. On pourrait rien photographier. Donc là, j'ai passé pas mal de temps à développer Gudule. Ouais, j'ai fini par lui donner un nom parce que vu le temps que j'y ai passé, on s'attache à cette petite chose, quoi. Et donc grâce à Gudule, qui, pour faire court, ça ressemble à, on va dire,
un mini bathyscaphe qu'on piloterait depuis l'extérieur, quoi. Donc quelque chose qui flotte, qui peut monter, descendre, qui est manipulé avec une perche, qui est relié par un câble à un écran où je peux piloter l'ensemble à distance. Et ça m'a vraiment ouvert un monde complètement féerique, complètement fou, qui était également un monde qui me paraissait si mystérieux. On revient à l'enfance, quand j'avais 5 ans, que j'étais au bord de la mare à regarder les grenouilles, et que je me demandais bien comment ça pouvait être quand elles étaient sous l'eau, comment elles pouvaient se déplacer, qu'est-ce qu'elles pouvaient faire. Voilà. Donc j'ai pu résoudre cette énigme, satisfaire ma curiosité quelques années après, grâce à Gudule. Alors, comme autre anecdote savoureuse, donc j'avais rencontré Emmanuel Grunman peu de temps avant, et donc on avait entrepris tous les deux de faire ce livre qui sera ce livre qui s'appelle Être singe, aux éditions de La Martinière. Et donc j'avais pas mal crapahuté et rencontré pas mal d'espèces, mais pas encore de gorilles, ni de plaine ni de montagne. Et plaines, je les avais pas en milieu naturel. Et donc, j'imaginais pas faire ce livre sans qu'on puisse parler, nous, avoir approché des gorilles de montagne. Donc, nous voilà partis au Rwanda. Donc, tout est très approché des gorilles de montagne. Il reste très peu d'individus. Tout est très très encadré, c'est 1 heure par jour maximum, donc on y va dans ce contexte-là, qui est imposé à tout le monde, qu'on soit photographe professionnel ou pas, et c'est normal. Donc, peut-être pas le premier jour, peu importe, on y allait 3-4 jours de suite. Donc, pendant qu'on y va dans la voiture, on est avec un couple d'Américains et on lisait les recommandations. Donc on vous explique comment réagir ou ne pas agir, ou agir, enfin ce qu'il faut faire en cas de charge de gorille, ce qui est toujours quelque chose qui peut arriver. Alors évidemment, ça nous a bien fait rire, parce qu'on s'est dit, de toute façon, en cas de charge de gorille, on ne sera pas fiers. Mais donc, et nous voilà à gravir la montagne à la rencontre des gorilles. On arrive là-haut, donc végétation très luxuriante, mais pas à l'endroit où on était, c'était pas très boisé, donc c'est plutôt des hautes herbes. Et donc en face de moi, j'ai un dos argenté, donc le mâle dominant du groupe. Sur ma droite, la végétation fait que je ne les vois pas, mais donc il y a les 3 touristes américains, et puis une femelle avec un jeune. Donc moi je suis en face du dos argenté, qui assez rapidement vient frontal face à moi, mais à 1m50 de moi. Donc là, je fais comme d'habitude, je regarde pas les animaux dans les yeux, je regarde dans mon appareil photo, j'attends le moment privilégié, donc et puis il part sur ma droite. Il avait l'air un peu froissé quand même, le garçon, il n'était pas complètement dans son assiette manifestement. Donc il passe sur la droite, et puis là je commence à entendre crier. Je dis, ah, là quand même, ça n'a pas l'air de se passer correctement. Et j'étais persuadé qu'il avait attrapé un sac, puisque c'est quelque chose que j'ai souvent vu avec des primates qui sont en contact avec les hommes. Ils sont intéressés par nos effets personnels et parfois ils viennent se servir. Donc je ne suis pas plus surpris que ça quand je vois le gorille débouler sur ma droite, repasser dans mon champ de vision en traînant un truc bleu sans forme derrière lui. Enfin, il fait ça vite quand même, hein. Et je me dis, ok, il a attrapé un sac, et puis je fais une série de photos. Puis tout d'un coup, le gorille s'arrête et la chose bleue se met à bouger. Et là, je comprends qu'en fait, la chose bleue, c'est le touriste américain sous sa Gore-Tex. Alors, sa femme, évidemment, était complètement hystérique, ce que je peux concevoir. Le gorille, lui, restait... L'Américain qui s'est fait traîner par ce gorille était absolument muet. Il a fini par relever la tête. Le guide s'est approché du gorille, il a enlevé sa veste, il a essayé de l'impressionner. Le gorille a fini par relâcher le touriste. Alors, là, il s'est passé, et la suite de ce qui s'est passé, c'était assez incroyable, parce que c'était une image que je rêvais de faire. Donc, le gorille est resté sur place. Les touristes sont partis en face de nous, donc le gorille était entre nous. Et puis, je sais pas,
j'ai eu l'intuition qu'il fallait que je reste là. Le gorille s'est déplacé, je l'ai suivi, et au moment où, parce qu'on voyait bien qu'il était froissé quand même, parce qu'il s'était mis, manifestement, il y avait quelque chose là, il y avait eu, je pense que les guides nous avaient mis au mauvais endroit, le fait qu'on soit entre ce mâle et la femelle, c'était franchement pas une bonne idée, donc il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi. Donc le gorille se rapproche, et j'ai juste le temps de faire 2 pas, de me rapprocher de lui, me mettre à genoux, lui se met debout et commence à faire sa parade, en se tapant sur la poitrine. Et donc moi, je suis là devant lui, à ses genoux, comme en prière, hein, au grand angle. Et là, je réalise la photo, la photo que je rêvais de faire et qui paraissait complètement infaisable. Hein, puisque bon, pour être au grand angle, il faut quand même être genre à 1,50 m du gorille qui soit en train de parader. Ça commence à faire beaucoup de choses. Mais donc voilà. Et donc ça se finit comme ça. Et le gorille se tape sur la poitrine et s'en va. Et personne n'a été blessé. Moi, j'étais hyper content d'avoir fait cette dernière photo, très mal à l'aise d'avoir fait la photo de ce touriste qui se faisait traîner par le gorille, puisqu'au moment où j'appuie sur le déclencheur, moi, je suis persuadé que le gorille il tire un sac. J'ai pas compris qu'il est en train de traîner quelqu'un. Et c'est pas le genre de photo, enfin, c'est pas le genre de la maison de faire ce genre de photo. Et donc, quand l'Américain revient vers moi, il me dit est-ce que tu as fait les photos? Comme je sais pas mentir, je lui dis oui. Et là, il me dit mais c'est génial. Il me dit parce que jamais personne ne pourra croire ce qui s'est passé. Enfin, voilà, donc ça reste quand même un moment mémorable où on. Enfin oui, voilà la force brute, la beauté de cet animal, la beauté du lieu. C'était magique. L'anecdote suivante se déroule à Gombe, le lieu d'étude de Jane Goodall, donc en Tanzanie, sur les rives du lac Tanganyika. Donc là, on suit les chimpanzés. La zone est assez accidentée, donc c'est assez physique, hein, du lever au coucher du soleil. Et les chimpanzés, selon la saison, peuvent parcourir quand même un paquet de kilomètres par jour. Donc oui, c'est pas... Enfin oui, c'est physique. Voilà. Et en fin de journée, on entend, à un moment donné, dans le sous-bois, on entend des cris, et manifestement, les chimpanzés ont réussi à capturer une proie. Alors, quand je dis les chimpanzés, en fait, c'est le mâle alpha, il est encore mâle alpha à ce moment-là, donc c'est Frodo, qui est une force de la nature, qui a aussi une intelligence politique, parce que sinon, il serait pas meneur. Le mâle dominant de la troupe, qui se trouve être une force de la nature et en plus le meilleur chasseur de la troupe. C'est vraiment lui, la plupart du temps, qui saisit. Alors, souvent, la chasse, c'est une chasse collective, mais enfin, il y en a quand même un à un moment donné qui doit les mettre les mains. Hein. Donc, quand il faut attraper un colobe, par exemple, il y a quand même un risque et c'est toujours Frodo qui s'y colle et c'est lui le meilleur, il n'y a pas à tortiller. Dans ce cas-là, la chasse, elle a lieu au sol, donc c'est pas des colobes, donc pas des singes, hein, mais un potin mochère. Et c'est en fait un marcassin qu'ils attrapent. Et donc les guides qui sont là, enfin les guides sont plus que des guides, hein, puis ce sont des auxiliaires des scientifiques qui suivent ces chimpanzés au quotidien et qui prennent des notes. Donc ils m'incitent à me rapprocher, parce que le sous-bois est très très dense dans cette zone, et on finit par se retrouver, de toute façon il n'y a pas le choix, parce que si on veut voir quelque chose, on ne peut pas être plus loin, on se retrouve franchement, on est à 2 mètres, on est à 2,50 m, et j'ai donc là Frodo en face de moi, entouré de 4-5 autres individus, tous complètement surexcités. Frodo il tient contre lui à 2 mains le marcassin qui est mort, et on sent cette excitation mais folle, quoi. Et face à la pression du groupe qui est là, qui quémande, en fait, ils sont là, c'est pas pour regarder le marcassin, c'est que c'est de la viande, et que je pense que pour eux, c'est un mets de choix. Et donc, ce qui se passe, c'est que sous la pression, Frodo coupe en deux, il découpe en deux le marcassin, et il laisse donc un demi-marcassin
qui est partagé entre les uns et les autres. À ce moment-là, il y a une femelle qui a dû attraper, je ne sais pas quel organe parce que je suis pas assez calé pour ça, mais un truc un peu mou, hein, je ne sais pas, peut-être un foie, peut-être un pancréas, peut-être un truc comme ça. Donc elle arrive, alors là, pour le coup, elle est plus à 2,50 m, elle est genre à 1 mètre de moi, et elle glisse dans sa lèvre inférieure, entre sa lèvre inférieure et les dents, un gros morceau de viande sanguinolente encore chaud, qu'elle savoure, qu'elle savoure manifestement. Et là c'était totalement fou, parce que j'avais vraiment l'impression d'être au milieu d'un groupe d'hommes préhistoriques, enfin, en tout cas de ce que j'imagine, ou de mes ancêtres, enfin, d'être en contact direct avec mes racines les plus lointaines. Donc, c'était vraiment quelque chose de fascinant à vivre. Et alors, en plus, bon, pour les photos, tout cet épisode-là n'avait absolument, d'un point de vue photographique, n'avait absolument aucun intérêt, je pouvais rien faire, absolument rien faire. Par contre, à un moment donné, je pressens que Frodo va s'éloigner, il y a une butte derrière moi, et j'anticipe. Alors, il y a des choses comme ça quand on est sur le terrain. Il y a des moments où il ne faudrait pas qu'on me demande pourquoi je fais ça à ce moment-là, parce que je ne pourrais pas répondre. Je le fais, c'est tout. C'est que je sens que j'ai l'intuition que ça va se passer comme ça. Donc, je fais ça. Et donc, j'anticipe le mouvement et je me retrouve au sommet d'une petite colline. C'est important parce que ça permet de me retrouver à la hauteur de Frodo quand lui grimpe dans un arbre pour consommer ce demi-marcassin. Donc là, je me retrouve quasiment à sa hauteur, dans un lieu relativement dégagé. Il est face à moi. Oui, parce que ça, on ne peut jamais prévoir. Hein. Parfois, on est au bon endroit, mais on me tourne le dos. Donc, il est face à moi. Il y a 2 femelles qui arrivent, une de chaque côté. Et là, j'ai une scène qui est quand même rare à observer, encore plus rare à photographier, où on a ces 2 femelles qui viennent quémander un petit peu de viande à Frodo qui vient d'attraper un marcassin. Donc je fais cette photo, qui sera d'ailleurs une photo primée au concours, enfin à l'époque on appelait ça le concours de la BBC. Moi j'appelle toujours ça comme ça, mais ça doit s'appeler aujourd'hui The Wildlife Photographer of the Year, ou quelque chose comme ça, parce que je suis toujours très mauvais pour retenir les noms des manifestations. Enfin voilà, mais ça c'était un grand moment quand même. Un grand moment de partage avec nos cousins chimpanzés. Cette fois, je suis à Cape Town, donc en Afrique du Sud, dans la banlieue de Cape Town, dans une zone, la zone dans laquelle je suis exactement à ce moment-là, c'est même son banlieue, enfin ce sont des immeubles. Hein. Ce sont des immeubles, c'est une zone qui n'abrite que du personnel militaire. Je dis ça parce que normalement les accès sont contrôlés. Mais bon, j'y vais quand même parce que je sais que c'est là que c'est un terrain de jeu privilégié pour une troupe de babouins qui pose vraiment des problèmes au quotidien. Donc je suis au bas de l'immeuble, sur cette zone, ce terrain de jeu, et j'ai un babouin en face de moi que je suis en train de portraiturer. J'attends qu'il se passe quelque chose, mais je le vois manifestement, je le vois faire des mouvements de sourcils comme ça. Quand ils font ça, ils communiquent entre eux. Sauf que le truc, c'est que moi, j'avais l'immeuble derrière moi, et au sol, je ne voyais pas de babouin derrière moi. Et donc, je comprends qu'il est en train de communiquer avec un babouin qui est derrière moi, mais que je ne vois pas. Donc, ça m'intrigue. Je me dis, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et j'aime bien comprendre ce que je fais ou ce qui se passe quand même. Puis ça se répète. Donc, je finis par me dire, alors, où est-ce qu'il peut être ce babouin? Et en levant un peu la tête, je comprends que, oui, il y a un babouin au 3e étage de l'immeuble, mais dans l'appartement. Pas sur la façade, dans l'appartement, de l'autre côté de la vitre. Ah là, je me dis, bon, alors forcément, je change l'appareil photo de direction et je me dis, là, il va se passer quelque chose. Il y a un 2e babouin qui arrive à l'intérieur de l'appartement aussi. Là, il finit par, avec sa gueule, il attrape l'espagnolette de la fenêtre, il la tourne. Je sais que ça paraît dingue, mais c'est vrai. Il la tourne et il ouvre la fenêtre. Là, il y a un cri qui se pousse. Et là, un truc du genre, ça doit vouloir dire « Venez les copains, j'ai ouvert le frigo, vous pouvez y aller. » Et donc là, on a le reste du groupe qui se pointe et qui s'introduit dans l'appartement. Moi, je suis à l'extérieur, au téléobjectif. Et là se succèdent des scènes mais
totalement folle qu'on a du mal à imaginer qu'elle n'ait pas été montée pour Hollywood, quoi. Donc, à un moment donné, j'ai un gros mâle babouin qui porte un collier GPS parce que lui, il doit pas être à son premier coup d'éclat. Donc, on a fini par lui mettre un collier GPS pour pouvoir pister un peu les individus. Et bon, enfin, bon. Donc, il est là. Lui, apparemment, il aime les pâtes. Hein. Donc, il a un paquet de spaghettis qu'il mange tranquillou installé à la fenêtre. Ensuite, il y en a d'autres qui arrivent. Alors, eux, c'est les rideaux qui l'auront plu dans la maison. Parce qu'ils vont pour le frigo, mais pas seulement. Ils ont aussi un goût assez prononcé pour ce qui est décoration. Hein, donc là, il y en a un qui descend, il a arraché les rideaux, il sort de l'immeuble avec les rideaux en façade. Donc grosse partie de rigolade avec les rideaux. Et puis j'en ai un qui arrive avec un ours en peluche qui est plus gros que lui. Et donc il sort de l'appartement par la façade avec cet ours en peluche. Et donc là, on a une version... on a, oui, King Kong revisité quelque part. Hein. Ouais, on le voit d'ailleurs. Scène totalement folle. Quoi. Et bon, voilà, donc je vois tout ça. Et ça s'arrête pas là. Disons que les bonnes photos, je les fais à ce moment-là. Et je me dis, bon, quand même, il faut que j'aille voir ce qui se passe à l'intérieur de l'immeuble. Donc je rentre dans l'immeuble, je prends les escaliers en me disant, quand même, des babouins photographiés dans les escaliers d'un immeuble, ouais, c'est pas le truc qu'on voit quotidiennement, ça peut être sympa dans mon histoire. Et donc quand j'arrive au 3e étage, dans le couloir qui correspond à cet appartement, je vois des babouins arriver dans le couloir, donc je me dis, ah bah, c'est cool, c'était ce que je voulais. Donc hop, je fais mes photos, puis tout d'un coup, les babouins disparaissent. Bah, c'est pas compliqué, en fait, ils viennent de s'introduire dans l'appartement, parce qu'entre-temps, les propriétaires sont arrivés. Ils ont évidemment chassé les babouins, mais dans la panique, ils ont laissé la porte ouverte. Donc, pendant qu'ils sont en train de ranger, de nettoyer leur appartement qui a été complètement redécoré, réaménagé par les babouins, il y en a d'autres qui arrivent derrière eux dans la cuisine. Et donc, moi, j'ai des boules dans leur appartement avec mon sac à dos franchement volumineux, le matos dans les mains. Enfin, scène totalement dingue. Je me retrouve là. Et je vois les babouins alors c'était des juvéniles, hein, dans la cuisine, en train d'ouvrir les placards, à chercher. J'appelle les gars qui reviennent et je leur dis, mais il y a des babouins chez vous. Ils me disent, non, c'est fini, ils viennent de partir. Je leur dis, non, ils sont là maintenant dans votre cuisine. Alors là, je vois comme des flammes sortir des yeux et des narines du gars. Ils perdent un peu leur sang-froid. Il y en a un qui attrape une batte de baseball, l'autre qui attrape un marteau. Ils rentrent dans la cuisine, ils effraient les babouins qui repartent en patinant comme dans le dessin animé, en faisant une grande courbe juste devant moi. Donc moi, je suis là avec mon grand angle à faire des photos. Enfin, la scène totalement surréaliste, quoi. Enfin voilà, ça c'est... Là, je rigole en racontant tout ça. Mais aussi, franchement, ouais. Très franchement, je ne voudrais pas habiter dans des zones où mes amis babouins sévissent. Parce qu'il faut franchement admettre que la cohabitation... peut être problématique. Vraiment. Enfin voilà, des grands moments avec nos amis babouins. Alors plus récemment, tu es passé au documentaire vidéo sur ce même sujet. Et je propose que nous regardions le teaser du film que tu as tourné pour la partie animalière, à l'exception des scènes sous-marines, et que tu as également co-réalisé.
Alors voilà, vraiment de splendides images. Et j'en profite pour ajouter que ce film passera sur Arte en prime time lors des fêtes de fin d'année. Oui, alors ça c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser aux primates et à les suivre, donc ça c'est quelque chose, le macaque crabier, c'est une espèce qui est assez répandue donc en Asie du Sud-Est. C'est une espèce qui est relativement facile à observer, qui est souvent dans des zones, dans des mangroves ou dans des zones côtières. Donc je l'ai souvent vu nager. Mais ce que je rêvais de voir, c'était, encore une fois, comme pour les grenouilles, c'était de me dire quand même, ça serait quand même génial de pouvoir les photographier dans l'eau, de les voir sous l'eau, parce que non seulement ils nagent, mais ils plongent aussi, ils peuvent faire des apnées. Et il y a des endroits où, et alors là où c'est encore plus, moi ce qui me fascine encore le plus, c'est que ils peuvent aller dans l'eau pour jouer, simplement pour le jeu. Bon, donc ça c'est bien beau, mais là il y a quand même des contraintes techniques, enfin il y a de doubles contraintes, c'est-à-dire trouver des animaux qui vous laissent les approcher quand ils sont dans l'eau, et que la qualité du milieu, la qualité de l'eau permettent de faire des photos où on voit quelque chose quand même. Donc ça oui, ça a pris une bonne vingtaine d'années pour que j'arrive à trouver un endroit où c'était réalisable. Donc ça, grâce à l'outil Internet et aux photos de vacances des uns et des autres sur le net, j'ai fini par définir une zone, plusieurs zones, où ça paraissait possible. Alors c'était dans le milieu anthropisé, hein, donc des endroits où les touristes peuvent donner à manger aux primates. Mais peu importe, je veux dire, donc c'est vrai qu'ils peuvent aller dans l'eau quand on leur donne à manger, mais comme je disais précédemment, et ça je les ai observés et donc j'ai pu les photographier, ils vont aussi dans l'eau pour jouer, pour se baigner et jouer. Alors tout ce qui est interdit à la piscine, donc chez les humains, ne pas se pousser, ne pas tenter de noyer son petit copain, tout ça, c'est ce que les macaques font. C'est ce que les macaques passent leur temps à faire, quoi. Se poursuivre, se maintenir la tête sous l'eau, se tirer les cheveux, enfin c'est la totale. Donc c'est quand même assez génial à observer, encore plus à photographier. C'est vrai que ce dernier reportage, ce dernier tournage avec les macaques, c'est cette communauté de macaques en particulier, ou je devrais dire, parce que oui, je l'ai filmé sur 2 îles, ou sur ces 2 îles-là, ils maîtrisaient l'utilisation d'outils pour casser des coquillages. Et ça, c'était vraiment absolument génial d'observer ce comportement qui est relativement nouveau pour la science. Donc on a vraiment l'impression d'être témoin témoin de découverte. Et d'ailleurs, c'est même pas l'impression, puisque donc sur l'une des îles, c'était connu. Donc là, j'ai eu l'information, j'y suis allé, j'ai photographié, j'ai filmé ce qu'on savait. Sur une autre île, les scientifiques n'avaient pas encore référencé le comportement. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'ils cassent aussi des coquillages, mais d'une autre façon. Et l'une des façons de faire, donc d'un côté, c'est marteau enclume, avec petit marteau. De l'autre côté, ils vont casser des coquillages. Alors, quelques individus du groupe vont casser des coquillages d'une façon tout à fait personnelle, qui est assez drôle et qui, pour le coup, n'est pas connue de la science. Donc, ça ressemble un peu à du lancer de poids aux Jeux Olympiques. Hein, donc, il attrape un caillou assez volumineux, il l'attrape au sol, évidemment, il se redresse, il le tient à 2 mains, il se redresse avec et il va le jeter. Alors, on a l'impression que c'est un peu au hasard, mais on va dire que quand même, le jet n'est pas très orienté. C'est donc à marée basse, sur des rochers qui sont recouverts d'huîtres, et ce gros caillou vient percuter des huîtres qui sont sur des rochers, mais ça fonctionne. Voilà. Donc là, on a vraiment l'impression d'être, même de participer à la science en train de se faire, à ajouter une petite pierre à l'édifice de nos connaissances, à se laisser émerveiller par ces animaux qui nous entourent. C'est vraiment des moments, franchement, c'est vraiment des grands moments, des moments privilégiés dans ma vie de photographe. Ça c'était vraiment génial. Et que ce soit en plus des macaques qui soient acteurs de ce genre de choses, c'est pas mal parce que ça remet en cause les préjugés qu'on pourrait avoir pour des petits singes ou pour des macaques. En tout cas, dans ma bouche, plus jamais, enfin c'est jamais été le cas, mais
plus jamais pour moi, macaque, ça pourrait être une insulte, quoi. Non, non, ils sont bien trop intelligents. Voilà. Il y a un autre aspect aussi que m'a enseigné ces observations. Là, je l'ai encore vérifié avec ces mêmes groupes de macaques qui peuvent être donc avoir ces capacités cognitives assez étonnantes. Je suis quand même obligé de dire ça. On peut avoir tendance à penser que l'humain est le seul à détenir, comment dire, ce pouvoir de violence gratuite ou sans de violence qui n'est pas là pour satisfaire un besoin vital. Mais ça, c'est une vue de l'esprit. C'est une vue de l'esprit, puisque là, j'ai vraiment assisté à un lynchage. Mais quand je dis un lynchage, c'est vraiment donc un individu qui arrive dans notre groupe et qui vient dans l'espoir d'être intégré dans cet autre groupe. Parce que chez les macaques, toutes les femelles, chez les macaques crabiers, toutes les femelles sont apparentées entre elles. Ce sont les mâles qui migrent et qui doivent réussir à s'intégrer dans un autre groupe. Donc celui-ci arrive tout seul et pas de chance pour lui. L'interprétation, en tout cas, de la primatologue à qui j'ai montré les images et qui a pu identifier les individus. Donc, son interprétation, c'est de dire que, malheureusement pour lui, cet individu arrive à une période politique charnière et il va se retrouver être le bouc émissaire d'enjeux politiques à l'intérieur du groupe. Donc là, moi, c'est ce genre d'interprétation qui me pose aucun problème. Et donc, la violence là, qui va être liée à cet enjeu politique, elle est vraiment terrifiante dans le sens, quand je dis elle est terrifiante dans le sens où elle ressemble tellement à la violence qu'on est capable d'exercer, nous les humains, que peut-être que moi aussi j'avais une vision un peu trop angélique, j'avais un peu trop idéalisé les animaux non humains, mais là, ce à quoi j'ai observé, un lynchage, avec une torture, donc un animal seul, encerclé par d'autres, qui est juste là dans une attitude d'apaisement et à supplier qu'on ne le tue pas, parce qu'à aucun moment il mord, à aucun moment il attaque, et les autres autour de lui, à tour de rôle, vont le mordre et le remordre, et voilà, jusqu'à tuer. Voilà. Ça, c'est quand même des scènes vraiment bouleversantes. Parce qu'il y a vraiment cette notion de torture et de cet animal qui ne peut pas s'échapper, qui est là à un mauvais moment et qui va être tué pour des raisons qui le dépassent et qui ne concernent même pas. Donc on a vraiment l'impression d'observer nos congénères. Pour moi, ce qu'il y a de magique dans ce métier de photographe animalier, c'est que évidemment, c'est d'être témoin du monde qui nous entoure et aussi de participer au changement, ou en tout cas de participer à la perception qu'on peut avoir du monde qui nous entoure. Parce que je crois que cette perception, elle évolue au fur et à mesure de nos connaissances et de nos expériences, évidemment. Voilà. Donc, moi, je me vois comme un intermédiaire entre tous ces gens qui ne peuvent pas forcément vivre ce que je vis et tout le monde vivant, quoi. Un passeur. Ok Cyril, écoute, merci encore. Merci pour cet entretien, pour ton temps et puis bien sûr pour ces témoignages, ces anecdotes et quelques-unes de tes photos qui sont vraiment à couper le souffle et qui peuvent donner une autre appréciation d'espèces qui sont finalement plus ou moins proches de nous. Et puis, merci aussi de nous donner la possibilité de découvrir d'une manière aussi originale des espèces exotiques ou pas, justement emblématiques, mais celles qui sont aussi bien plus proches de nous, comme les grenouilles, que jamais personne encore n'avait vu de la sorte. Est-ce que tu as envie, toi, déjà, de commencer par un petit commentaire? C'était pas prévu, ça, Renaud? On n'avait pas dit ça. Qu'est-ce que ça t'inspire en fait, de raconter tout ça? Tu parlais du passeur, donc je trouve que c'est un mot vraiment important et je connais ta modestie et ta difficulté à parler de ton travail, donc je suis évidemment encore une fois très reconnaissant, mais j'aimerais bien que tu nous dises un mot de plus là-dessus.
Écoute, ce que je peux dire, c'est que le but du photographe, je pense, c'est que les photos parlent d'elles-mêmes. On essaye de mettre tout ce qu'on a à dire, on essaye de le mettre dans les images. Ça me paraît le point essentiel. Après, évidemment, on peut utiliser la parole pour ajouter des informations. Enfin, l'impact, je le cherche avec les images. Donc, tu vois, j'ai pas grand-chose à ajouter finalement. Bon, alors il y a Aliénor, à qui je sais que tu en as déjà parlé, mais qui demande si tu veux bien nous raconter, parce que c'est vrai que c'est une partie assez passionnante et probablement une question que beaucoup de personnes se posent, nous raconter de quelle manière tu prépares un reportage et comment tu choisis tes sujets. Ah oui, alors ça c'est pas une question simple parce que il n'y a pas de recette. Quand même souvent je pars d'articles scientifiques, donc je scanne un peu les articles scientifiques. Bon, il y en a tellement qu'il faut bien avoir une idée au départ. Donc il y a quand même, c'est souvent des intuitions ou des rêves. Et je dois dire que autour de l'âge de 20 ans, j'ai établi une liste comme ça de comportements ou d'animaux qui m'intriguaient, où j'avais absolument envie de côtoyer un jour. Et très franchement, je continue de cocher cette liste. C'est-à-dire qu'il y a encore des choses, voilà, il y a encore des choses qui sont sur cette liste. Et puis évidemment, il y a des choses que je rencontre au cours de mes lectures, de mes prospections. Voilà. Mais bon, disons, le plus gros vivier, c'est quand même la documentation scientifique. Ça reste, et c'est bien pour ça que dès que je peux renvoyer l'appareil, je le fais, c'est-à-dire que j'autorise évidemment les scientifiques à utiliser les photos que j'ai faites pour illustrer leurs travaux. Parce que pour moi, il y a vraiment un va-et-vient. Je veux dire, eux font le travail de fond, et moi, j'essaye de vulgariser ou d'être le passeur entre le travail des découvertes scientifiques, le travail des scientifiques et le grand public. Alors, il y a Clémentine qui nous demande, ça va sans doute être encore une question difficile pour toi, mais qui nous demande quelle serait peut-être pour toi ta photo préférée. Ouais, alors ça, j'ai envie de dire la photo préférée, c'est souvent c'est souvent celle qu'on n'a pas faite. Hein, c'est celle que j'imagine dans le prochain reportage qui me fait rêver. C'est celle-là la photo préférée. C'est ça qui nous fait, je pense que c'est un peu comme ça pour tous les photographes, c'est ça qui nous fait courir. Alors après, bon là je fais un peu une pirouette, mais dans les photos qui pour moi sont vraiment marquantes ou ont vraiment représenté quelque chose, c'est vrai que les grenouilles dans la glace, bon, pour moi ça restera, je pense, un moment très très fort et des photos qui continuent de m'émerveiller, quoi. Voilà. Alors il y a Catherine qui par ailleurs se propose, si tu le souhaites, de devenir l'une de tes assistantes, qui demande si dans le cours de ta carrière et en tout cas depuis le début, est-ce que tu as remarqué un changement dans le comportement des animaux vis-à-vis des hommes? Donc, est-ce que entre l'approche que tu pouvais avoir quand tu étais un photographe débutant et maintenant, avec beaucoup plus d'expérience, tu penses pouvoir dire ou pas que les animaux sont devenus, au regard de la manière dont la population humaine se déploie partout, est-ce que tu pourrais dire ou pas que les animaux sont devenus peut-être moins craintifs ou plus agressifs? Je pense que ça peut aller très très vite. Simplement, juste autour de chez moi, donc en restant en France, je vois vraiment du début de la chasse, entre les derniers jours, voilà, à partir du premier jour de la chasse, quand les animaux commencent à expérimenter à nouveau les battues et les bruits des coups de feu, là, il y a un changement radical et ça se fait pas sur des années, ça se fait sur quelques semaines, quelques jours, quelques semaines. Voilà, donc il n'y a pas besoin de chercher très loin. Donc je crois que les animaux ont une capacité d'adaptation assez rapide qui peut se faire à l'échelle même d'une génération. Donc je ne peux pas répondre de façon globale. Hein, c'est vraiment chaque endroit en fonction de l'expérience vécue par les animaux sur des durées qui peuvent être assez courtes. Alors, tu le mentionnes bien sûr dans le reportage vidéo sur les crabiers, sur les macaques, mais est-ce qu'il y a d'autres exemples de témoignages de découvertes scientifiques? Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres occasions
dans lesquels tu finalement as été le premier témoin d'un événement qui avait jusque-là jamais été observé par les scientifiques? Alors, jamais observé par les scientifiques. J'ai un souvenir, alors ça c'est loin parce que c'était l'une de mes premières vadrouilles dans l'Est de l'Europe. Je devais avoir 19 ans. Donc ça se passe à Białowieża avec les bisons d'Europe. Et j'ai photographié et j'ai observé un comportement qui ressemblait vraiment, enfin qui était un combat entre deux bisons. Et quand j'ai raconté ça aux scientifiques qui étaient là-bas, c'était en plein hiver, dans la neige, et pour eux c'était impossible parce que c'était pas la période des combats, il n'y avait pas de raison entre guillemets pour que les bisons se battent. Donc là voilà, ça a soulevé des interrogations auprès des scientifiques. Voilà, non, sinon je suis très mauvais pour me souvenir comme ça très rapidement de choses de ce genre-là. Non, enfin, tout récemment, l'exemple frappant, c'est vraiment les macaques, cette histoire de macaques crabiers. Et ça, c'est quand même un vrai bonheur. Si, ou alors, tiens, un autre exemple me revient. Alors là, c'est pas un comportement, c'est tout simplement une espèce qui n'était pas connue dans une mare là, dans le Morvan où je faisais en puisée, pardon, où je faisais mes photos. Donc moi, en y passant des heures et en faisant les photos dans la mare, j'ai pu détecter qu'il y avait bien 5 espèces de tritons et pas 4. Donc ça ajoute un petit quelque chose de connaissance scientifique. Ok, merci Cyril. Alors, il y a un sujet qu'on a déjà abordé ensemble que je trouve assez passionnant et qui probablement pourra intéresser aussi tous les photographes amateurs qui nous regardent ou pourront nous regarder, c'est l'histoire d'une photo. En fait, quand l'animal est devant toi, qu'a priori il est tout à fait photographiable pour la plupart d'entre nous, qu'est-ce qui t'empêche de déclencher? Quelles sont les raisons qui font que tu ne vas pas faire la photo? Oui, alors il y a une raison principale qui souvent est difficilement compréhensible pour les néophytes en photo, c'est ce qu'il y a derrière l'animal, c'est l'arrière-plan. Ça, pour la plupart, je pense pour chacun d'entre nous, quand on prend un appareil photo pour la première fois, on a tendance à penser, pour nous, le sujet principal, c'est le premier plan. Et ce qui se passe derrière n'a pas d'importance. Or, c'est un peu comme au théâtre, je veux dire, ou comme un bijou qu'on va mettre dans un écrin. C'est-à-dire que si on n'a pas un arrière-plan qui va mettre en valeur, soit par les couleurs, soit déjà en premier lieu par les valeurs, donc par les contrastes, les couleurs, la profondeur de champ ou pas, ce qui peut se passer ou pas dans l'arrière-plan. Enfin, il y a un jeu comme ça entre notre sujet qui est le plus souvent au premier plan et ce qu'il y a derrière ou ce qu'il y a encore devant. Enfin, voilà. Donc ça c'est un point vraiment capital qui en effet peut faire que parfois, souvent, je ne vais pas déclencher. Il se passe en effet des choses intéressantes, mais elles sont mangées ou elles disparaissent ou elles sont absorbées par ce qu'il y a derrière. Voilà, c'est bref mais précis. Il y a Daniel qui, en plus du fait de te féliciter pour l'ensemble de tes photos, demande si appeler les animaux des bestioles, c'est pas finalement un peu péjoratif. Oui, alors là, ça devient de la linguistique. Hein. Alors disons que moi, quand je les appelle des bestioles, pour moi, c'est comme quand j'appelle mes enfants des crapauds. Voilà, c'est au contraire une marque d'affection, quoi. Et d'ailleurs, je me considère comme une bestiole, hein, au même titre que donc pour moi, disons que dans ma bouche, ça n'est absolument pas. Mais j'entends bien que ça puisse être entendu comme ça. Tout dépend comment c'est dit. Hein. Ouais, je sais personnellement que c'est évidemment pas un jugement négatif de ta part. Il y a Jérôme qui nous demande si tu as photographié des tarsiers au nord Sulawesi ou des kangourous arboricoles en Papouasie. J'ai eu la chance de croiser les tarsiers dans le parc célèbre, évidemment, dont le nom m'échappe au célèbre. Ouais, assez génial d'observer ces petites bestioles avec ces gros yeux tout ronds qui se déplacent en sautant verticalement d'une branche à l'autre, là au coucher du soleil. C'était une rencontre vraiment sympathique.
pas facile du tout à photographier. Pour ce qui est des kangourous arboricoles, non, je n'ai pas encore eu cette chance d'aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Pourtant, il y a un certain nombre d'espèces là qui me fascinent, mais voilà, bon, après, c'est au gré des opportunités. Eh bien non, malgré mon âge avancé, je n'ai pas encore fait tout ce que je rêve de faire. Alors, je sais que tu as un projet passionnant dans les tuyaux dont tu ne peux pas encore parler, mais on a deux questions qui se recoupent, une de Clémentine et une de Dominique, qui sont de savoir quels sont tes futurs projets d'une part, et puis éventuellement aussi, est-ce qu'il y a une espèce en particulier que tu rêverais vraiment de pouvoir photographier? Alors les projets à venir, ouais, c'est toujours difficile de. Bon, si je peux en évoquer un. Voilà, ça c'est ce que j'aurais dû faire si le Covid ne nous avait pas tous cloués chez nous. Donc je devais aller photographier. Donc c'était un reportage qui devait raconter l'histoire au Gabon, donc sur un parc côtier, donc évidemment sur l'océan Atlantique. Et donc l'idée c'était de montrer tous les grosses bestioles, parce que c'était pas que les mammifères, donc toutes les grosses bêtes qui viennent sur la plage pour des raisons diverses et variées. Donc ça comprenait des éléphants, ça comprenait les crocodiles, ça comprenait les potamochères, des mustélidés, et j'ai envie de dire le point culminant, c'était vraiment, même si ça a déjà été photographié avant moi, mais ça c'est quelque chose que je rêvais de voir et de photographier à mon tour. Donc c'est ces hippopotames qui sortent de la lagune et vont dans la mer, dans les vagues pour surfer, sans qu'on sache exactement pour quelle raison. On ne sait pas bien si c'est pour se déparasiter ou peut-être tout simplement pour le surf, hein, peut-être tout simplement parce que c'est agréable. En fait, on n'a pas de réponse arrêtée là-dessus. Enfin voilà, donc ça je pense que ça aurait dû, et j'espère que ce sera, puisque le voyage est reporté, une aventure extraordinaire à vivre, j'espère vraiment. Alors peut-être Cyril, avant que je conclue, une question marrante qui est est-ce qu'en reportage, tu portes ton matériel ou tu as quelqu'un avec toi pour le porter? Ah, j'aime bien cette question. J'aime bien cette question parce que je déteste que quelqu'un porte mon matériel. Je déteste. Pour une raison. D'abord, j'ai l'impression, en fait, c'est jamais arrivé, mais j'aurais l'impression d'être handicapé, donc déjà. La deuxième raison, c'est que la personne qui porte n'est jamais au bon endroit au bon moment. Et puis, les quelques fois où quelqu'un m'a aidé à porter mon trépied, il a fini par terre dans le mauvais sens. Donc, je préfère porter mes affaires tout seul. J'ai l'habitude, je sais comment les manipuler. Je préfère faire les choses comme ça. Alors après, il y a des conditions extrêmes où, quand on se retrouve à avoir plusieurs sacs, il faut bien qu'il y en ait un qui soit porté par quelqu'un d'autre. Mais en général, j'essaye de m'arranger pour tout porter tout seul. Alors, c'est vrai que dans les voyages récents, je suis arrivé à 27,5 kg et là, c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Ok Cyril, écoute, merci infiniment. Est-ce que peut-être je peux dire pour finir que toi et moi, nous réfléchissons à la possibilité de monter ensemble de nouveaux voyages pour Saïga, et notamment sur peut-être certaines des destinations qui sont celles que tu as mentionnées dans cet entretien. Et personnellement, j'aimerais évidemment beaucoup, parce qu'en dehors de l'amitié qui nous lie, j'aime ta simplicité et toute l'émotion qui s'est dégagée de cet entretien. Je pense que vous serez toutes et tous d'accord pour le reconnaître. Avant de nous quitter, je souhaite remercier bien sûr Thibaut pour la partie technique, Clémentine pour la communication sur cet événement. À toutes et à tous, je vous souhaite une bonne fin de journée, un excellent été, et Cyril, de nouveau, un grand merci. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.